Elle pèse 18 G, à peu près le poids de 2 cuillères à soupe d'eau. Elle a un ventre jaune, une calotte noire et des joues blanches. Elle se pose sur votre mangeoire chaque matin. Vous vous attendrissez. Vous lui donnez des graines de tournesol. Vous croyez connaître cet oiseau. Vous ne le connaissez pas. La mésange charbonnière est le seul oiseau chanteur d'Europe qui chasse systématiquement des chauves-souris. Elle les trouve endormis dans les grottes, sans défense. Elle leur fracasse le crâne à coups de bec et mange leur cerveau. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est un fait documenté. Et cette audace de 18G ne se limite pas aux chauves-souris. Elle attaque aussi d'autres oiseaux, gobe-mouches noires, roitelets, ciserins. Et vous croyez toujours que la mésange charbonnière n'est qu'un gentil petit oiseau de mangeoire? Aujourd'hui, nous allons passer en revue 100 faits sur cette créature, de la taille de sa ponte à sa personnalité. Restez jusqu'au bout. Vers le milieu de la vidéo, je vous parlerai d'une capacité longtemps considérée comme exclusivement humaine. La mésange charbonnière la possède, et cela va bouleverser votre idée de ce que signifie être un oiseau. C'est parti. Fait 1. La mésange charbonnière est la plus grande de toutes les mésanges d'Europe. La longueur du corps avoisine 14 cm, parfois jusqu'à 15. Pour comparaison, c'est à peu près la longueur de votre main, du poignet au bout des doigts. L'envergure des ailes va de 22 à 25 cm, soit un peu moins que la longueur d'une règle d'écolier standard. La queue mesure jusqu'à 7 cm, presque la moitié de la longueur du corps. Elle aide à manœuvrer en vol entre les branches et à garder l'équilibre quand l'oiseau est suspendu tête en bas. Une petite machine compacte et parfaitement équilibrée où chaque gramme et chaque centimètre est à sa place. Fait 2. La mésange charbonnière ne pèse que 18 G. C'est moins que 2 cuillères à soupe de sucre, moins qu'une pile classique de télécommande. Vous pourriez poser 3 mésanges dans votre main sans sentir un quelconque poids. Mais ces 18 G sont trompeurs. À l'intérieur de ce corps se cache l'un des moteurs les plus perfectionnés parmi les oiseaux chanteurs. Fait 3. Son nom latin est Parus major. Parus signifie simplement mésange en latin, major signifie grande. Ce nom lui a été donné par Carl von Linné en 1758 dans la 10 édition du Systema Naturae, l'ouvrage fondateur de la taxonomie moderne. Un nom simple et sobre, sans aucun indice sur ce qui se cache derrière. Linné ne se doutait visiblement pas que sa grande mésange fracassait des crânes. Fait 4. Son aire de répartition est immense. La mésange charbonnière vit du Maroc et de l'Espagne à l'ouest jusqu'au Japon à l'est, de la Scandinavie au nord jusqu'à l'Indonésie au sud. Elle occupe un territoire que presque aucun autre passereau ne couvre. Selon les données de l'Union internationale pour la conservation de la nature, sa population mondiale est estimée entre 423 et 683 millions d'individus. Réfléchissez, presque 700 millions. C'est plus que la population de l'Union européenne, de la Russie et de l'Ukraine réunies. Et vous pensiez que les pigeons étaient les oiseaux les plus nombreux de votre quartier? Fait 5. La population européenne compte entre 130 et 210 millions d'individus adultes, soit environ 30% des effectifs mondiaux. Les 70% restants sont répartis en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'Europe n'est qu'une partie de son empire. Fait 6. Malgré cette aire de répartition impressionnante, la plupart des mésanges charbonnières ne migrent pas. Elles sont sédentaires. Elles vivent là où elles sont nées. Seulement durant les hivers les plus rudes, quand la température chute sous un seuil critique et que les réserves de faine et de graines s'épuisent, elles peuvent se déplacer un peu vers le sud ou descendre des montagnes vers les vallées. Mais c'est plutôt l'exception. La mésange charbonnière est une casanière, têtue et coriace, territoriale, qui préfère affamer sur son territoire plutôt que de partir. Fait 7. La taxonomie de cette espèce a changé plusieurs fois. Jusqu'en 2005, on rattachait à Parus major de nombreuses sous-espèces d'Asie du Sud et de l'Est. Puis, la génétique moléculaire a tout bouleversé. Il s'est avéré que les sous-espèces asiatiques étaient en réalité des espèces distinctes, la mésange à dos cendré et la mésange japonaise. Elles se ressemblent, mais elles ont divergé génétiquement depuis longtemps. Aujourd'hui, la mésange charbonnière
regroupe plus de 40 sous-espèces, 40 variations d'un seul et même prédateur déguisé en oiseau chanteur. Fait 8. La reconnaître visuellement est simple. Tête noire, joues d'un blanc éclatant, poitrine jaune vif barrée d'une cravate noire verticale, descendant du gosier vers le bas du ventre, dos vert olive, ailes striées de blanc. Ce n'est pas seulement joli, c'est fonctionnel. Chaque élément de coloration est un signal. Fait 9. Chez les mâles, la bande noire de la poitrine est plus large que chez les femelles. Cela pourrait sembler un détail purement esthétique, mais non. Des études ont montré que la largeur de cette bande est directement corrélée au taux de testostérone, à la force physique et à la dominance du mâle. Plus la cravate est large, plus le mâle est agressif, plus son rang dans la hiérarchie est élevé, plus les femelles le choisissent volontiers. La bande pectorale est à la fois une carte de visite et un avertissement pour les rivaux, tout en un. Fait 10. Mâles et femelles sont presque de la même taille. La différence est à peine perceptible. Les mâles ont des ailes légèrement plus longues, un plumage un peu plus vif, mais sur le plan du comportement, la différence est colossale. Les mâles sont plus territoriaux, plus agressifs, plus bruyants. Ils chantent, combattent, patrouillent. Les femelles construisent les nids, incubent les œufs et décident avec qui se reproduire. Chacun a sa tâche. Une répartition du travail perfectionnée sur des millions d'années. Fait 11. La mésange charbonnière est omnivore. La description officielle de son régime semble inoffensive. Insectes en été, graines et baies en hiver. Coléoptères, chenilles, araignées, mouches, papillons de nuit, grillons, cafards, perce-oreilles. C'est le menu de base, mais omnivore est un mot bien trop modeste. Il ne rend même pas compte du 10e de ceux dont la mésange est capable lorsqu'elle a besoin de se nourrir. Fait 12. Elle mange des abeilles, elle les capture en vol ou guette à l'entrée des ruches. Elle mange des sauterelles et des criquets, des insectes qui pèsent parfois plus qu'elle-même. Elle attrape des mouches en plein vol, les saisissant dans les airs par un brusque virage. Pour un oiseau de 18 G, c'est une coordination impressionnante, comparable en précision à celle d'un chasseur-intercepteur. Fait 13. Le bec de la mésange charbonnière est court, épais et tranchant comme un petit burin. Il peut briser des noisettes et des glands. Avez-vous déjà essayé de casser une noisette avec vos doigts? Sans doute en vain, et un oiseau de 18 G le fait avec son bec, des dizaines de fois par jour. Ce bec est un outil polyvalent, marteau à casser les noisettes, scalpel pour les insectes, et comme nous allons le découvrir, arme pour tuer. Fait 14. Le cœur de la mésange charbonnière, au repos, bat à environ 500 battements par minute. Chez l'humain, c'est 70, un rapport de 1 à 7. En vol ou en situation de stress, la fréquence cardiaque peut atteindre 1000 battements par minute, soit plus de 16 battements par seconde. Si votre cœur battait à cette fréquence, il exploserait. Pour la mésange, c'est un régime de fonctionnement normal. Un petit moteur qui tourne en permanence à plein régime. Fait 15. La température corporelle de la mésange charbonnière est d'environ 42 degrés Celsius, soit plus de 4 degrés au-dessus de celle d'un humain en bonne santé. Pour un humain, une telle température signifierait une fièvre délirante. Pour la mésange, c'est la norme. Littéralement, elle est plus chaude que nous. Cette chaleur est le prix d'un métabolisme extrême qui la maintient en vie. Fait 16. Le métabolisme de la mésange charbonnière est si rapide qu'elle doit manger presque sans interruption. Toute la journée, de l'aube au crépuscule, elle cherche, trouve et engloutit de la nourriture. S'arrêter 2 ou 3 heures en hiver, c'est risquer la mort. En une journée, la mésange charbonnière consomme une quantité de nourriture équivalente à 30% de son propre poids. Pour un humain de 70 kg, cela représenterait l'équivalent de 20 et 1 kg de nourriture par jour. Imaginez, 20 et 1 kg, c'est le poids d'une valise que vous soulevez avec peine à l'aéroport. Sauf que là, c'est de la nourriture, et il faut la digérer en 24 heures. Fait 17. En hiver, la mésange charbonnière perd jusqu'à 10% de sa masse corporelle en une seule nuit, chaque nuit, simplement pour ne pas geler. La graisse brûle comme du carburant dans un moteur. Le matin,
Elle se réveille épuisée et se met fébrilement à chercher de la nourriture. Chaque aube est pour elle une course contre la mort. Pas métaphoriquement, littéralement. Si elle ne trouve pas suffisamment de nourriture avant la nuit, elle pourrait ne pas voir l'aube suivante. Fait 18. Pour survivre à une nuit glaciale, les mésanges charbonnières recourent à une sorte d'abaissement contrôlé de leur température corporelle. Elles n'entrent pas en sommeil hivernal comme les ours. Elles entrent dans un état proche de la torpeur, une hypothermie nocturne. Le métabolisme ralentit, la consommation d'énergie diminue, la température corporelle baisse légèrement. Au matin, elles redémarrent leur système et reviennent au mode normal. Ce n'est pas une hibernation, c'est une danse quotidienne et nocturne sur le fil entre la vie et la mort. Fait 19. À une température de l'air de négatif 2 degrés Celsius, la mésange charbonnière peut survivre si elle dispose de suffisamment de tissu adipeux et d'un abri contre le vent. Son plumage est un chef-d'œuvre d'ingénierie. La couche de duvet crée autour du corps un coussin d'air agissant comme un sous-vêtement thermique. Chaque plume est construite pour retenir l'air chaud près de la peau et empêcher l'air froid de pénétrer. La mésange peut se hérisser et doubler son volume apparent, ressemblant alors à une petite boule duveteuse. Cette boule est un système d'isolation thermique que bien des ingénieurs lui envieraient, fait 20. En hiver, les mésanges charbonnières passent la nuit dans des cavités d'arbres, sous l'écorce décollée, dans les fissures des bâtiments, dans les renfoncements de murs, sous les corniches, dans les conduits d'aération tout abri qui protègent du vent et retient un peu de chaleur. Parfois, plusieurs individus se serrent les uns contre les autres. Le repos en groupe n'est pas un besoin social, c'est une stratégie de survie façonnée par la sélection naturelle. Plus il y a de corps dans un même abri, plus les pertes de chaleur de chacun diminuent. Une simple physique qui sauve des vies. 10 mésanges dans une même cavité perdent beaucoup moins de chaleur que 10 mésanges isolés. Chacune reçoit la chaleur de ses voisines et restitue la sienne en retour. Une entraide hivernale où égoïsme et altruisme deviennent indissociables. Fait 21. Voici ce qui m'a personnellement le plus marqué à ce stade. La mésange charbonnière est capable de se rappeler des centaines d'endroits où elle a caché de la nourriture. En automne et en hiver, elle crée des cachettes. Elle dissimule des graines, des morceaux de noix, des insectes morts sous l'écorce des arbres, dans les fissures, dans la mousse, dans les recoins des clôtures, des centaines de points sur plusieurs hectares, puis elle revient et les retrouve. Pas tous, bien sûr, mais une part importante. Sa mémoire spatiale fonctionne comme un GPS avec des centaines de points enregistrés chez un oiseau de 18G, fait 22. Cette capacité est liée à l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire spatiale. Chez les mésanges charbonnières, l'hippocampe est relativement grand par rapport à la taille de leur corps. En automne, lorsqu'il faut constituer des réserves et mémoriser leur emplacement, il grossit encore. Le cerveau s'adapte littéralement à la tâche. Il grandit quand la mémoire est nécessaire, il rétrécit quand le besoin disparaît. Fait 23. Il y a toutefois une nuance. Les mésanges charbonnières ne se contentent pas de retrouver leur propre cachette, elles volent aussi celle des autres. Elles observent où une autre mésange, une mésange noire ou une mésange huppée, cache une graine. Elles mémorisent l'endroit, puis viennent la récupérer. Observer, mémoriser, voler, 3 étapes, exécutées froidement, délibérément et avec une efficacité absolue. Et maintenant, arrêtez-vous un instant. Une question pour vous, avez-vous déjà nourri une mésange charbonnière à la main? Elles le font vraiment. Elles s'approchent en vol, se posent sur la main, prennent une graine et repartent. Sentez-vous leurs petites griffes? Fines, acérées, agrippantes. C'est une sensation qu'on n'oublie pas. Écrivez en commentaire si cela vous est déjà arrivé et comment c'était. Ça m'intéresse vraiment. Fait 24. La mésange charbonnière est l'un des oiseaux les mieux étudiés de la planète. Elle est considérée comme un organisme modèle en écologie et en biologie évolutive, au même titre que les souris ou les drosophiles en génétique. Certaines populations au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sont suivies sans interruption depuis plus de 60 ans. Des décennies d'observation continue sur des dizaines de milliers d'individus bagués individuellement.
Aucun autre zoo chanteur sauvage ne dispose d'un tel jeu de données. Fait 25. En 2016, une équipe internationale de scientifiques de l'Institut néerlandais d'écologie et de l'Université de Wageningen a décrypté le génome complet de la mésange charbonnière. Un projet pluriannuel nécessitant la coordination de dizaines de laboratoires dans plusieurs pays. Le génome a été assemblé jusqu'au niveau chromosomique. 29 chromosomes, plus de 13 000 gènes, environ 1 milliard de paires de nucléotides. Pour le séquençage, on a choisi un mâle issu d'une population de laboratoires existant depuis 4 générations afin de minimiser le bruit génétique. Par ailleurs, 29 autres individus sauvages provenant de différents sites en Europe, de l'Espagne à la Finlande, ont également été séquencés. Le résultat est l'un des génomes les plus complets et de la meilleure qualité parmi tous les oiseaux chanteurs au monde, une référence publiée en accès libre et citée par des centaines d'études à travers le monde. Fait 26. Je l'avoue, ce fut pour moi une vraie découverte. L'analyse du génome a montré que les régions soumises à la pression de la sélection naturelle étaient particulièrement riches en gènes liés à l'apprentissage et aux fonctions cognitives. La nature n'a pas seulement créé une mésange intelligente, elle continue de la rendre plus intelligente. La sélection renforce délibérément les gènes responsables du cerveau. Le docteur Kees van Wers, de l'Institut néerlandais d'écologie, l'a dit sans détour. Ce n'est pas un oiseau ordinaire. Elle fait partie des 3% d'oiseaux les plus intelligents quant à leur capacité à maîtriser de nouveaux comportements, 3% parmi les 10 000 espèces d'oiseaux de la planète. Fait 27. Dans les tests cognitifs, les mésanges charbonnières affichent un niveau d'autocontrôle comparable à celui de certains corvidés, corbeaux, geais, choucas. C'est un résultat vraiment sidérant. Les corvidés sont considérés comme l'élite intellectuelle du monde des oiseaux, comparés aux primates pour leur capacité à résoudre des problèmes. Et voilà qu'un petit oiseau chanteur au ventre jaune obtient des résultats comparables. C'est comme si un élève d'un lycée de campagne battait un diplômé du MIT à une olympiade de mathématiques. Fait 28. Les mésanges charbonnières résolvent des énigmes. Littéralement, dans des expériences en laboratoire, on leur a soumis des tâches, faire glisser un verrou, tirer sur une ficelle, soulever un couvercle, déplacer un levier pour accéder à la nourriture. Elles s'en sortaient, non pas par d'innombrables essais aléatoires, mais avec des signes manifestes de compréhension de la tâche. Elles s'arrêtaient, observaient la construction, puis agissaient. Ce n'est pas de l'essai-erreur, c'est de la résolution de problèmes. Fait 29. Des chercheurs de l'université d'Anvers, Andrea Grunst et son équipe, ont découvert un lien entre certains polymorphismes du gène du transporteur de la sérotonine et la capacité des mésanges à résoudre des tâches. La sérotonine, le même neurotransmetteur associé chez l'humain à l'humeur, à l'anxiété et à la dépression. Chez les mésanges, certaines variantes de ce gène sont liées aux capacités cognitives. Les femelles porteuses d'un certain génotype commettaient moins d'erreurs et résolvaient plus souvent les tâches. Une neurochimie de l'intelligence, une architecture commune chez les oiseaux et les mammifères. Cela invite à réfléchir à la profondeur des racines de la raison. Fait 30. Chez les mésanges charbonnières, on a découvert des traits de caractère stables, pas des habitudes, pas des humeurs passagères, de véritables traits de personnalité, des schémas de comportement stables qui persistent toute la vie. Certains individus sont des explorateurs audacieux et actifs qui s'approprient rapidement de nouveaux territoires et se jettent sur des objets inconnus. D'autres sont prudents, lents, mais plus flexibles et capables de changer de stratégie quand les conditions évoluent. Ce n'est pas le hasard. Des chercheurs néerlandais ont mené 4 générations de sélection artificielle et démontré que l'héritabilité de ces traits de personnalité est de 54%. Plus de la moitié du caractère d'une mésange est inscrite dans son ADN. Réfléchissez, le caractère se transmet comme la couleur des yeux. Fait 31. Les mésanges charbonnières urbaines sont plus agressives que celles des campagnes. Ce n'est pas une observation anecdotique, c'est le résultat d'études menées sur plusieurs années. En ville, la compétition pour les ressources est plus forte. Plus d'oiseaux par mètre carré, moins de cavités, des mangeoires qui attirent des foules. Les mésanges urbaines se sont adaptées. Elles défendent leur territoire plus activement,
s'approchent des mangeoires avec plus d'audace, attaquent leurs rivales plus rapidement. La mésange citadine est une combattante endurcie. Sa cousine des campagnes, une philosophe plus détendue. L'environnement façonne non seulement le corps, mais aussi le comportement. Fait 32. Les mésanges charbonnières sont capables d'apprentissage social. C'est un point clé qui les distingue de la grande majorité des oiseaux. Elles apprennent les unes des autres. Elles observent comment une autre mésange résout une tâche, puis reproduisent la solution. Ce n'est ni de l'instinct, ni un programme génétique, c'est une transmission culturelle de compétences. Un mécanisme longtemps considéré comme l'apanage des primates et, peut-être, des dauphins, fait 33. L'exemple le plus célèbre d'apprentissage culturel chez les mésanges charbonnières est l'histoire des bouteilles de lait au Royaume-Uni. En 1921, les habitants du petit village de Sweetling, dans le Hampshire, commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Quelqu'un perçait l'opercule d'aluminium des bouteilles de lait que les laitiers laissaient le matin sur le pas des portes. Chaque matin, un couvercle troué. Chaque matin, la couche supérieure de crème disparut. On suspecta des chats, des rats, voire les enfants du voisinage. Puis quelqu'un vit la coupable, une mésange charbonnière. Elle se posait sur le goulot de la bouteille, s'accrochait au bord avec ses griffes et, par quelques coups de bec précis, perçait l'opercule pour accéder à la couche de crème grasse remontée à la surface. Élégant, rapide, efficace. Fait 34. Et voici ce qui est stupéfiant. Dès les années 1950, cette technique s'était répandue dans tout le Royaume-Uni, toute la population, des millions d'oiseaux. Une seule astuce transmise d'individu à individu, de groupe à groupe, de ville à ville, comme un virus, comme un mème. En 30 ans, couverture totale. Ce fut l'une des premières innovations culturelles documentées dans le monde animal et elle figure désormais dans tous les manuels de comportement animal. Fait 35. Ce qui est particulièrement significatif, c'est que les rouges-gorges, qui buvaient eux aussi la crème des bouteilles ouvertes avant l'introduction de l'opercule d'aluminium, n'ont jamais appris massivement à percer les couvercles. Quelques rouges-gorges isolés y sont parvenus individuellement, mais leur compétence ne s'est jamais propagée à l'ensemble de la population. Aucune transmission culturelle ne s'est produite, alors que chez les mésanges, oui. Pourquoi ? Parce que les rouges-gorges sont individualistes. Ils ne vivent pas en groupe, n'observent pas leurs voisins, n'imitent pas. Les mésanges, elles, passent l'hiver en groupe, se nourrissent côte à côte, voient comment une voisine résout un problème et reproduisent le geste. La structure sociale est la clé de la culture, même chez un oiseau. Fait 36. En 2015, Lucie Aplin, de l'Université d'Oxford, a mené une expérience remarquable. Elle a appris à quelques mésanges issus d'une population sauvage une nouvelle technique pour obtenir de la nourriture. Il fallait déplacer une petite porte de mangeoire d'une manière précise. Elle a ensuite relâché les individus formés. Quelques semaines plus tard, 75% de toute la population avait adopté cette nouvelle compétence. Les 3/4. C'était la première preuve expérimentale directe que des oiseaux sauvages pouvaient créer et entretenir des traditions culturelles. Le résultat a été publié dans la revue Nature. Fait 37. Parlons maintenant de la voix. La mésange charbonnière est l'une des oiseaux chanteurs les plus doués vocalement d'Europe. Son cri le plus connu est une phrase à 2 syllabes, souvent retranscrite par « tititu, tititu ». Rythmique, sonore, légèrement métallique, tout le monde l'a entendu dès qu'il s'est promené dans un parc au printemps. Fait 38. Mais ce chant n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au total, on a recensé chez la mésange charbonnière plus de 70 types de vocalisations différentes. 70, c'est plus que la grande majorité des oiseaux chanteurs. Les mâles sont particulièrement virtuoses. Leur répertoire individuel peut comporter jusqu'à 40 notes différentes et jusqu'à 8 types de chants. Si vous entendez dans un bois un chant d'oiseau inconnu et n'arrivez pas à identifier l'espèce, il y a de fortes chances que ce soit une mésange charbonnière chantant l'une de ces variantes moins connues. Fait 39. Les mâles utilisent au moins 3 tempos de chant différents lents, moyens et rapides et passent de l'un à l'autre consciemment et de façon tactique.
Tempo lent pour marquer le territoire, moyen pour attirer une femelle, rapide pour les duels vocaux avec les rivaux, ce n'est pas simplement chanter, c'est un instrument avec plusieurs modes de fonctionnement. Fait 40. Les mésanges charbonnières urbaines chantent à des fréquences plus élevées que celles des campagnes. Ce n'est ni un hasard, ni un caprice, c'est une adaptation au bruit urbain. Les sons de basse fréquence sont noyés en ville par le trafic, la climatisation, le brouhaha humain. Les mésanges ont littéralement haussé le ton pour qu'on les entende. Une étude publiée par Hans Slabekorn et Margriette Pitt dans la revue Nature en 2003 a été l'une des premières preuves que l'urbanisation modifie le chant des oiseaux. Les mésanges charbonnières ne se contentent pas de survivre en ville, elles reconfigurent leur chant pour l'adapter à l'acoustique urbaine. Fait 40 et 1. Outre leur chant, les mésanges charbonnières disposent de tout un arsenal de signaux d'alarme spécialisés. Et voici ce qui est vraiment étonnant. Elles distinguent les types de prédateurs. Un cri d'avertissement pour un épervier attaquant par le haut, un tout autre pour un chat s'approchant furtivement par le bas, un troisième pour un serpent s'introduisant dans le nid. Ce n'est pas un simple cri générique de danger. C'est une information précise et concrète. D'où vient la menace? De quelle nature et à quel point elle est sérieuse? Les autres oiseaux du groupe, pas seulement d'autres mésanges, mais aussi des mésanges bleus, des citelles, des grimpereaux, entendent ces signaux et réagissent en conséquence. Face à l'épervier, il se fige et se colle contre les branches. Face au chat, il s'envole et se déplace plus haut. La mésange charbonnière agit de fait comme un système d'alerte précoce pour tout le groupe mixte. La centrale de défense anti-aérienne de la forêt. Fait 42. Les mésanges charbonnières savent reconnaître les prédateurs par catégorie. Des expériences ont montré qu'elles savent généraliser. Après avoir vu un épervier d'Europe, elles réagissent correctement face à un autre type d'épervier qu'elles n'ont jamais vu auparavant. Elles ne comprennent pas un individu précis, mais une catégorie. L'épervier, comme classe d'objet, une pensée abstraite chez un oiseau dont le cerveau a la taille d'un petit pois. Fait 43. Les femelles mésanges charbonnières chantent aussi, quoique rarement. Leur chant ressemble à celui des mâles, même structure, même note, mais généralement plus discret et plus court. Pendant longtemps, on a cru que les femelles ne chantaient pas du tout. Il s'est avéré que c'était une erreur due au fait que les observateurs ne leur prêtaient simplement pas attention, focalisés sur les mâles plus bruyants. Fait 44. Deux mâles aux frontières de leur territoire peuvent se livrer à de véritables duels vocaux, se relançant longuement en chant, augmentant progressivement le tempo et le volume, et se reproduisant souvent mutuellement les mêmes types de chants. Ce n'est pas de l'imitation, c'est un défi. Je connais ton chant, je peux le chanter aussi. Essaie de faire mieux. Le perdant se tait et se retire. Le vainqueur étend son territoire. Une guerre où les balles sont remplacées par des notes. Fait 45. Passons maintenant au côté sombre, et c'est précisément pour cette partie qu'il valait la peine de rester. La mésange charbonnière est un prédateur. Pas occasionnellement, pas par charognage accidentel, pas par amateurisme protéique, un véritable prédateur délibéré avec une technique de mise à mort bien établie. Fait 46. Parmi tous les passereaux à l'exception des pieds-grièches, qui sont par définition des prédateurs spécialisés, la mésange charbonnière détient la liste la plus longue de proies auxquelles elle fracasse le crâne après les avoir tués pour en manger le cerveau. Relisez cette phrase, fracasser le crâne, manger le cerveau. Ce n'est pas un titre journalistique accrocheur, c'est un fait scientifique confirmé par des dizaines d'observations sur plus de 100 ans. Fait 47. La méthode de mise à mort est presque toujours la même. La mésange charbonnière saisit la proie avec ses griffes puissantes, l'immobilise et lui assène une série de coups de bec précis à l'arrière du crâne. Toujours à l'arrière de la tête, toujours au même endroit, ce n'est pas une attaque chaotique d'un oiseau dérangé. C'est une technique stéréotypée et perfectionnée, transmise de génération en génération. Frapper, percer l'os, accéder au cerveau. 3 étapes, fait 48. Honnêtement, quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai dû vérifier 3 fois, mais ce fait est confirmé par des publications dans des revues scientifiques à comité de lecture
depuis le XIXe siècle. Howard Saunders écrivait déjà en 1899 dans son ouvrage « La mésange charbonnière attaque les petits oiseaux affaiblis, leur fracassant le crâne d'un puissant coup de bec pour atteindre le cerveau. On savait qu'elle procédait de la même façon avec les chauves-souris. » Fait 49. La mise à mort de Siserins, petits oiseaux de la famille des fringillidés, a été documentée. En Flandre, le photographe naturaliste a découvert plus d'une dizaine de Siserins tués, victimes de mésanges charbonnières, tous présentant la même blessure caractéristique du crâne dans la région occipitale. D'autres petits passereaux ont aussi été tués selon le même schéma, même style, même coup, à l'arrière de la tête. Fait 50. La mésange charbonnière tue des gobe-mouches noires et il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un phénomène massif et systématique. Une étude qui m'a vraiment marqué, des chercheurs de l'université de Groningue, dirigés par l'écologue Jelmer Samplonius, ont analysé les données de 950 nichoirs et de près de 3000 oiseaux sur la période 2007 à 2016, 10 ans de données. Résultat, certaines années, les mésanges charbonnières tuaient presque un gobe-mouche sur 10. 1 sur 10. Samplonius l'a dit sans détour. Les mésanges charbonnières sont les gagnantes incontestées en cas de combat. Elles ont des griffes incroyablement puissantes, saisissent les gobe-mouches et leur frappent l'arrière de la tête avec le bec, toujours au même endroit.